Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition du journal. Nous débutons aux États-Unis où le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, se trouve en visite officielle. La mer de Chine méridionale et le programme nucléaire en RPDC ont été les principaux sujets lors de la rencontre mardi avec son homologue américain John Kerry. En dépit des différends, les deux parties tentent de trouver un terrain d'entente sur la question de la mer de Chine méridionale. Le ministre chinois des Affaires étrangères a indiqué que la liberté de navigation dans la région n'était pas un problème et que toutes les parties devaient renforcer leurs efforts de démilitarisation. Wang Yi était épaule contre épaule avec John Kerry, affichant son désir de travailler ensemble. Les deux parties sont conscientes, la Chine et les États-Unis, qu'elles ont bien plus d'intérêts en commun que de zones de désaccord. Et nous travaillons ensemble sur tant d'autres secteurs que cela dépasse largement les zones de friction. Pour sa part, M. Kerry a déclaré qu'une solution importante est qu'il désirait amener ensemble toutes les parties concernées pour les négociations sur la question de la mer de Chine méridionale. Nous estimons qu'il est important de trouver une solution diplomatique, une solution qui respecte la règle de droit et qui mène les pays à la table d'une solution négociée et non pas pour des actions unilatérales. M. Wang a affirmé que la Chine avait historiquement possédé ces îles en mer de Chine méridionale et désirait la paix, la stabilité et la liberté de navigation dans la région. Mais il a indiqué qu'il ne voulait pas voir davantage de reconnaissance militaire rapprochée ni de déploiement de contre-torpilleurs ou de bombardiers stratégiques dans ses eaux territoriales. Il a également souligné le fait que Beijing avait toujours cette question de façon pacifique, mais il a précisé qu'un pays en particulier, qu'il a explicitement nommé, avait refusé de participer à ce dialogue. C'est absurde et nous n'oublions pas de le mentionner, il s'agit des Philippines. Ce pays a violé l'article 4 de la déclaration de conduite des parties en mer de Chine méridionale et a abandonné le dialogue et les négociations avec les parties directement concernées de Chine, ce qui est regrettable et mal avisé. Et bien évidemment, nous ne cesserons pas la mise en œuvre de la déclaration juste en raison de la violation d'un pays, et même si les Philippines font preuve d'indifférence à l'égard de la déclaration, nous continuerons à pousser les négociations du code de conduite à cet égard. Également lors de cette conférence de presse, M. Wang a mentionné un récent rapport du Wall Street Journal qui suggère que la Chine aurait construit des radars sur certaines îles en mer de Chine méridionale. Et le ministre chinois des Affaires étrangères a indiqué que l'accent ne devait pas porter uniquement sur la Chine, mais sur les nombreuses installations militaires d'autres pays dans la région. J'espère que les médias ne verront pas uniquement le radar, mais le plus important peut-être que chaque jour, il y a des armements avancés et d'autres équipements qui émergent en mer de Chine méridionale, dont des bombardiers, des contre-torpilleurs stratégiques, et pourquoi est-ce que les gens ont choisi de les ignorer? M. Wang a souligné le fait qu'au cours des dernières décennies, certains pays ont illégalement occupé les îles et récifs de Chine et les ont militarisés, pas uniquement avec des radars, mais avec de l'artillerie. Le président américain Barack Obama devrait effectuer une dernière tentative pour fermer la prison controversée de Guantanamo. Environ 90 djihadistes suspectés y sont encore retenus prisonniers, alors que la prison en a détenu jusqu'à 700. Le site est devenu dans le monde entier le synonyme de torture et de détention à durée indéterminée. Obama s'était engagé lors de sa première campagne électorale à fermer la prison, mais ses efforts ont été entravés par les parlementaires républicains qui voient en elle un outil utile pour combattre le terrorisme. Cette année, 35 prisonniers vont être transférés dans d'autres pays selon les autorités. Barack Obama pense que les États-Unis pourraient accueillir le reste des prisonniers et a d'ores et déjà identifié 13 sites d'accueil. Le ministre syrien de la Réconciliation nationale affirme que le gouvernement syrien respectera le cessez-le-feu provisoire proposé par les États-Unis et la Russie afin de mettre fin aux 5 années de conflit. Il a cependant prévenu qu'il n'existait aucune garantie que les combats cessent. L'État syrien respectera certainement le cessez-le-feu sur lequel il a donné son accord et le respectera en principe, mais il ne peut pas parler au nom des groupes armés qui, aujourd'hui, de manière préventive, ont annoncé qu'ils n'étaient pas prêts à donner leur accord à un cessez-le-feu. Il que ces groupes armés ne le respectent pas. Deuxièmement, l'accord en lui-même ne se limite pas au cessez-le-feu, mais mentionne également l'exclusion de Daesh du front groupe terroriste qui ne respecteront pas le cessez-le-feu et qui n'annonceront pas avant aujourd'hui leur accord. En conséquence, des violations se produiront du fait d'autres parties, mais pas de l'État syrien.
Et d'ajouter que les élections parlementaires prévues pour le 13 avril sont la preuve de la volonté démocratique du gouvernement du président Bachar el-Assad. Ces élections, quelques heures après l'accord russo-américain sur les termes d'une trêve qui doit entrer en vigueur samedi. Ce vendredi, ils rendront dans les bureaux de vote du pays pour les premières élections nationales depuis que le gouvernement du président Hassan Rouhani a signé un accord avec les puissances mondiales. Ce dernier prévoit de réduire le programme nucléaire de Téhéran en échange de la levée des sanctions. Une compétition serrée pour les 290 sièges. Cela fait 4 ans depuis les dernières élections parlementaires et cette semaine, les citoyens vont se diriger vers les bureaux de vote avec plus de 6000 candidats en lice pour un mandat d'or dans l'histoire contemporaine de l'Iran. La bataille politique se situe entre conservateurs et réformistes. Beaucoup pensent que les conservateurs ont le dessus puisqu'ils ont le contrôle du Parlement depuis les 12 dernières années. Mais le président réformiste Hassan Rouhani avait changé le spectre politique en 2013 après avoir gagné la présidentielle. Je suis reconnaissant et surpris par l'enthousiasme et la participation du peuple dans ces élections. Ils ont interpellé les gens du monde entier, les médias et les politiciens. Et ces partisans maintenant font face aux traditions et emmagasinent assez d'enthousiasme pour défier les conservateurs. Un parlement qui leur serait favorable pourrait ouvrir la voie à une réélection de Hassan Rouhani. Mais un analyste pense que tout se jouera autour de l'économie. Bien que les sanctions soient levées, les prix du pétrole ne sont pas hauts et les politiques économiques et gouvernementales sont remises en question par les économistes. L'économie mondiale n'est pas positive. Si le président Rouhani est capable d'améliorer l'économie, il sera facilement réélu. L'Iran a été un acteur clé dans la région après un accord sur le nucléaire conclu en juillet dernier. L'Iran continuera à regarder les États-Unis avec attention, mais elle développera des liens avec la Russie et la Chine et avec de nombreuses parties de l'Europe. Le résultat de ces élections est attendu non seulement par les Iraniens, mais aussi par d'autres dirigeants étrangers dans le monde. Peu importe le résultat, le parti dirigeant devra prendre des décisions politiques cruciales dans les prochains mois et années qui détermineront le destin de l'Iran et le rôle du pays dans la région et au sein de la communauté internationale. En France maintenant, où un tribunal a repoussé sa décision sur l'évacuation de centaines de migrants dans le camp de Calais, ordonnée afin de démolir la moitié des installations. Le juge en charge de l'affaire a passé une partie de la journée dans le camp et de la situation. Une décision finale est attendue pour aujourd'hui ou demain. Les bulldozers roulent dans le camp de migrants de Calais, du juge de suspendre la démolition qui aurait dû démarrer mardi soir. Les autorités de Calais veulent raser la moitié du camp, surnommé la jungle, et affirment que des solutions alternatives d'hébergement seront fournies, notamment des conteneurs chauffés. Mais les associations d'aide aux migrants rétorquent qu'aucune solution viable n'est proposée. L'éviction pourrait débuter bientôt, et cela nous rend très inquiets, car nous sommes persuadés que ces gens n'iront pas dans les conteneurs, ils iront dans d'autres camps. Les gens iront dans des petits camps de la zone où la situation est très mauvaise, bien pire qu'ici. Sa population ayant explosé l'an dernier, le camp de Calais est devenu un véritable village. On y trouve une école, une mosquée, une église et des dizaines de boutiques et de restaurants. Personne n'est en mesure de dire le nombre exact de ses habitants. On parle d'un petit millier dans la partie qu'il veut raser et les ONG en dénombrent 3400, dont 400 enfants non accompagnés. Le café de Kapoul est ouvert depuis 7 mois. Son propriétaire attend, un Afghan, cuisine du riz et des légumes pour des clients du monde entier. Tous les réfugiés sont très inquiets au sujet de la destruction de la jungle. Nous n'avons nulle part où aller. Ces migrants cherchent à rejoindre le royaume des Adaches, mais les contrôles à la frontière les en empêchent. La plupart d'entre eux ne souhaitaient pas demander l'asile en France ou aller dans des loges gouvernements français, car les violences policières, disent-ils, les ont rendus suspicieux vis-à-vis des autorités. Les associations d'aide ont déposé des dizaines de plaintes contre les assauts de la police dans les camps. Elles espèrent pouvoir ainsi influencer la décision du. Un porte-parole de la partie continentale de la Chine a promis qu'il n'y aurait pas de changement majeur à la politique de celle-ci envers Taïwan après les récentes élections du dirigeant de l'île. Reportage.
Notre politique fondamentale à l'égard de Taïwan a toujours été claire et constante. Nous nous opposons résolument à toute forme d'activité sécessionniste et nous prendrons les mesures pour sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine. Quel que soit le parti ou le groupe, quoi qu'ils aient pu préconiser par le passé, aussi longtemps qu'ils sont disposés à reconnaître le consensus de 1992 et à reconnaître le fait qu'à la fois la partie continentale de la Chine et Taïwan appartiennent à une seule et même Chine, nous sommes prêts à discuter avec eux. Parlant de l'accord cadre de coopération économique et de l'amendement à la loi sur l'accord de surveillance transétroit, le porte-parole a rappelé la position chinoise en disant que la base des négociations ne devrait pas être endommagée, tandis que les négociations autorisées et tous les accords signés devraient être protégés. La partie continentale de la Chine et Taïwan appartiennent à la Chine unique. Les relations transdétroits ne sont pas des relations d'État à État. Si les Taïwanais continuent de reporter leurs décisions, les principales victimes seront le peuple et l'économie de Taïwan. L'économie chinoise du troisième âge est en plein boom. On attend du secteur qu'il représente un jour un cinquième de l'économie chinoise. Les capitaux ont commencé à affluer, mais ces investissements seront-ils rentables? Les secours d'urgence sont un service de base dans les établissements de soins. À présent, de nombreuses personnes âgées l'ont à domicile. Cet appartement à Nanjing dispose de tels équipements. La société qui opère ce service était une firme de technologie de l'information. Elle est entrée dans le secteur des seniors il y a 3 ans avec un portefeuille de 400 millions de dollars d'équipements et de services de soins aux personnes âgées. Nous appelons le marché de la retraite 90-7-3. 90% des personnes du troisième âge resteront à la maison après leur retraite. 7% d'entre elles seront couvertes par les communautés sponsorisées par le gouvernement. Et 3% paieront pour des services de soins haut de gamme aux personnes âgées dans des établissements de soins. Nous voyons de bonnes opportunités pour le segment des 90%. L'assurance aux poches bien profondes reluque le marché des 3%. Ce secteur cible les personnes aisées. Taikang Life a dépensé 300 millions de dollars pour bâtir des maisons de retraite de luxe à Beijing. Nous créons 8 communautés pour les seniors dans toute la Chine. Nous avons choisi les principales villes, à savoir Beijing, Shanghai, Guangzhou, Suzhou, Hangzhou, Chengdu, Wuhan. L'investissement total a dépassé les 3 milliards de dollars. Les investisseurs internationaux se taillent aussi une part du gâteau. IDG, Sequoia et plusieurs fonds chinois se sont associés pour investir 1 milliard de dollars dans un centre de soins pour personnes âgées dans l'est de la Chine. Les données du secteur montrent que 30 milliards de dollars de capitaux ont été investis dans l'économie des seniors depuis 2013. Mais le retour sur investissement ne justifie pas encore l'enthousiasme. Cependant, les investisseurs demeurent confiants. C'est un investissement à long terme, mais aussi un secteur non cyclique. 80% de nos projets sont à présent au seuil de rentabilité et nous pensons que l'affaire sera viable, en progressant avec de solides retours sur investissement à long terme. Le temps est compté pour que les décideurs politiques chinois affermissent leur support au secteur de l'économie des seniors du pays. La politique chinoise de l'enfant unique est finie, mais il n'en va pas de même des retombées. Et ceci parce qu'alors même que la Chine fait face au problème du vieillissement de sa population, le déficit national des retraites du pays représente d'ores et déjà 30% du PIB. Les smartphones représenteront la moitié du total des connexions mobiles d'ici fin 2016. C'est ce que prédit GSMA Intelligence. GSMA explique que la Chine devrait continuer à jouer un rôle majeur dans l'accroissement du nombre de connexions via smartphone. L'agence a déclaré lundi que la croissance de l'utilisation des smartphones en Chine avait ralenti en 2015, mais que les ventes demeurent fortes alors que les consommateurs cherchent à mettre à jour leurs appareils haut de gamme. L'Inde connaîtra aussi une augmentation importante avec un taux d'adoption qui devrait passer de 23% actuellement à 50% d'ici 2020. On a dénombré 2,9 milliards de connexions supplémentaires via smartphone ces 5 dernières années et 2,5 milliards supplémentaires sont prévus pour les 5 années à venir. Les constructeurs de smartphones rassemblés à Barcelone pour le congrès mondial annuel du mobile essaient coûte que coûte de se démarquer dans un environnement mondial éprouvant. Le congrès mondial annuel du mobile, qui se tient cette année à Barcelone, a vu l'habituelle tripotée de nouveaux appareils comme ceux de Samsung, Sony et de LG. Mais les analystes considèrent que le marché atteint un plateau. Les constructeurs sont à bout de solutions pour faire se détacher leurs modèles. Le défi auquel fait face à présent le secteur est que nous nous trouvons dans cette espèce de mer d'uniformité des smartphones. Comment pourriez-vous faire la différence entre un bloc rectangulaire à écran tactile avec une batterie et un appareil photo?
Et ce que nous avons vu au Congrès mondial du mobile, c'est que certains des fabricants ont répondu avec certains des lancements qu'ils ont effectués. Pour Sony, la réponse réside dans l'appareil photo. Avec son nouvel appareil Xperia X, Sony revendique d'avoir l'appareil de prise de vue le plus rapide du marché. Du nouveau combiné, la compagnie a aussi dévoilé une nouvelle oreillette sans fil, l'Xperia Ear. Avec des accessoires traditionnels et un projecteur également dans les tuyaux, la compagnie parie sur des smartphones pour tirer les ventes. Je pense que c'est un moment intéressant en termes de là où les affaires se dirigent et également en termes du marché des smartphones. Je pense que pour le moment, nous sommes très heureux d'apporter des produits qui répondent aux besoins des usagers. Et nous y apportons aussi beaucoup de notre expertise Sony, prête à répondre à cela. Le design modulaire des nouveaux smartphones G5 de LG permet aux usagers de remplacer ou de mettre à jour des fonctions comme l'appareil photo ou le son indépendamment. Samsung offre en prime les casques Gear VR pour les précommandes de sa nouvelle gamme S7. Les analystes disent que le contenu créé par les usagers sera clé dans la conduite du marché. L'une des plus grandes découvertes archéologiques est en route pour Beijing. Datant de plus de 2000 ans, la tombe de Rai Runro dans la province du Jiangxi est à la fois un trésor ainsi qu'un aperçu historique sur la dynastie des Han de l'Ouest. Elle pourra être admirée prochainement et ce durant 3 mois dans la capitale. Les objets exposés ont été sélectionnés parmi 20 000 pièces déterrées au cours des 5 dernières années. Ils apparaîtront à Beijing à compter du 2 mars. Nous avons choisi environ 400 objets pour l'exposition de Beijing, dont des articles en bronze, en or, en jade, ainsi que des répliques en lac. Parmi les principales pièces sont les chars et les harnais qui démontrent les techniques de moulage du bronze et de l'art décoratif à cette époque. Des mesures spécifiques de protection et de restauration ont été prises pour cette collection. Nous avons fait appel à des spécialistes pour réparer et préserver les objets en bronze et en jade. Par exemple, ils ont poli les jades et assemblé les fragments les plus petits. La surface de certains objets, de même que les articles en bronze, ont été nettoyés. Donc cet ensemble de reliques est véritablement exquis. Et nous garantirons qu'ils ne subissent aucun dommage lors de l'exposition. Depuis que les fouilles ont débuté en mars 2011, les archéologues ont déterré plus de 20 000 objets du site d'un cimetière, dont de l'or, du bronze, du fer, du jade, des lacs, des textiles, de la poterie, des morceaux de bambou et des tablettes en bois. De telles découvertes sur cette période sont très rares. L'exposition de Beijing apportera également l'épreuve de l'identité du propriétaire de la tombe. Du 10 au 30 mars, les francophones de Chine célébreront la 21e fête de la francophonie, un printemps qui mettra à l'honneur la richesse de la langue française. Pour entamer un vrai tour du monde francophone, il suffit de vous connecter sur WeChat et de jouer à la dictée de pivot, un jeu de découverte des expressions de la langue française. Le 23 février, lors de la conférence de presse, le lancement de ce jeu désigne la toile de fond de l'édition 2016 de la fête de la francophonie, la modernité de la langue et la diversité de la culture. Le français est une langue qui est parlée presque partout dans le monde. C'est encore à bien des égards la langue de la diplomatie. C'est la langue de l'amour. Donc c'est une langue très riche et puis j'espère que beaucoup de gens vont pouvoir la découvrir. La musique est un point fort de ce festival. Du 10 au 30 mars, 100 chansons francophones cultes et indémodables seront proposées dans plus de 3000 karaokés à travers la Chine. Et Laure Shang Wenjie, célèbre chanteuse chinoise et marraine de la fête, est prête à allumer les flammes de la chanson francophone partout en Chine. Je pense que la nouveauté cette année, c'est évidemment le fait que Laure Shang Wenjie soit notre marraine. C'est très important d'avoir une chanteuse populaire de la scène chinoise, mais qui est parfaitement francophone, qui nous accompagne pendant toutes ces manifestations culturelles, parce qu'il faut montrer que la francophonie, c'est aussi synonyme de jeunesse et de modernité et d'avant-garde. De la littérature française à la photographie africaine, de la musique belge au cinéma, au mars, une grande variété de programmes sera au rendez-vous des francophones dans plus de 200 villes chinoises. Et à cette occasion, plus particulière en ce qui concerne mon pays, j'aurai l'occasion de parler, de mettre en exergue un aspect de la culture de notre pays, un mouvement qui s'appelle chez nous les sapeurs, qui a déjà une dimension mondiale, et aussi un photographe de renom, M. Baudouin Mwanda,
qu'il y a une exposition consacrée à ce mouvement. C'est évidemment très important puisque de ces rencontres entre différents jeunes venant d'horizons différents et de nationalités différentes, il y aura évidemment des échanges intéressants et peut-être des révélations au niveau de la création. Le français est une langue parlée par près de 300 millions de personnes sur les 5 continents. La fête de la francophonie, aujourd'hui célébrée par 80 États ou gouvernements de l'Organisation internationale de la francophonie, est allée bien plus loin que la simple manifestation de la langue et de la culture francophone. Nous sommes un petit peuple francophone en Amérique du Nord et pour nous, la diffusion de notre culture est très importante parce que la survie du français en Amérique, c'est important aussi. On vit dans un monde anglophone. Alors pour nous, c'est très important de montrer au monde ce que nous faisons en français. Nous participons aussi avec conviction à la diffusion, l'illustration, la promotion, non pas tant uniquement de la langue. La langue, de ce point de vue-là, est une excuse, une très belle excuse, mais ce que nous voulons, c'est rassembler sur des valeurs qui, elles, sont communes à beaucoup plus de gens que uniquement ceux qui parlent français. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention et bonne suite de programme à toutes et à tous sur CCTV Français.